Good afternoon, everyone, and welcome to Winnipeg and the University of Winnipeg, my hometown. So happy to be here with you. My name is Marcy Marcusa. I host CBC Radio 1's morning show here in Winnipeg, and it's a pleasure to have this meeting held in the heart of the country here in our city. I will be your co-MC for today, as you can see. Welcome to our meeting at the U of W, and I want to welcome people, of course, all across Canada who are tuned into our webcast to watch what happens in the city today. And I'm up here with Carla. Good morning, good afternoon. Bonjour, merci. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente. Mon nom est Carla Oliveira. Je suis la journaliste présentatrice du téléjournal Manitoba et je serai votre co-animatrice avec Marcy aujourd'hui. Nous sommes très contentes d'être ici aujourd'hui en direct de l'Université de Winnipeg. Et ça semble être un événement assez populaire. On a beaucoup de gens avec nous. Il y a des gens jusqu'au balcon. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue, bien sûr, à tout le monde qui est ici avec nous aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent en web diffusion. J'aimerais souligner la présence des membres du conseil d'administration de CBC Radio-Canada, l'équipe de la haute direction qui est également avec nous, et puis nous avons aussi avec nous Dr. Annette Trimby, présidente et vice-chancelière de l'Université de Winnipeg. Now, we've decided to do something a little different for this year. On a décidé de faire quelque chose d'un peu différent pour l'événement cette année et pour une partie du rôle de CBC Radio-Canada, c'est de raconter des histoires et de promouvoir vos histoires. C'est ce qu'on espère de faire comme journaliste tous les jours, c'est-à-dire être le reflet de votre Canada. Et cette année, nous offrons une partie de notre réunion annuelle. Nous sommes ici pour entendre les histoires de la communauté et nous allons entendre des gens qui sont très fiers de leurs racines. Et aujourd'hui, nous voulons en fait inviter, inspirer et imaginer. Beaucoup de gens sont sur le Morning Show. Ils ont de bonnes choses à vous dire. Vous allez partir d'ici tout à fait changé quand vous aurez entendu ce qu'ils font dans leur vie. Ils ont toute une passion pour la communauté. Aujourd'hui, nous allons en entendre quelques-uns sur la façon dont ils s'impliquent, dont ils changent le monde à leur manière. Et vous allez voir que souvent, c'est pour le mieux. Alors, après cette discussion, il y a une période de questions qui va suivre et vous serez invités à échanger avec quelques membres de la haute direction de CBC Radio-Canada. C'est un segment qui est important pour notre Assemblée et ce sera donc à votre tour de prendre la parole à ce moment pour poser des questions. Et nous allons accepter des questions en direct, ici de la salle, ainsi que par courriel et par Twitter. Nous vous demandons donc de garder vos questions courte et de poser une seule question car nous voulons quand même donner la possibilité au plus grand nombre possible de personnes de participer. Alors pour ceux qui nous suivent en ligne, je vous inviterai à envoyer vos questions. Vous pouvez commencer à les envoyer tout de suite à l'adresse apa@radio-canada.ca. If you want to ask your question in English, you can send your question by email at the address apm@cbc.ca. Et pour ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez utiliser le mot-clic RC Communauté. In English, if you want to follow by Twitter or ask your question by Twitter, you can use the... Vous pouvez vous servir de CBC, de RCC Communauté. Et donc, ça va se faire automatiquement, les questions. En fait, c'est Radio-Canada Communauté. Alors, avant de commencer, ici à Winnipeg, nous allons faire comme d'habitude, nous allons inviter M. Pierre pour nous faire la prière d'ouverture en nous accueillant sur le territoire du traité numéro 1. Bonjour. Bonjour, Kishamana too. Now we get to go new additional cause. Man gun do them. Object to make which the Shan no gum convocation hall the Shinaka day.
c'est moi, Anissa, qui m'a dit un ami à Bangui, donc. Bonjour, 31, Anishna Bay, Anishnin. Bonjour, 31, Aki. Jinga Dushna, Canada, what is a jignogum? Je go à Jinga Dushna, CBC Radio, Biabacos. Object Jimmy Gwitch, Jiminato. Jinga Dushna. Cannot get go on them. How about you get Jimmy great? How about you get Jimmy great? Which man to visit Donna away, Kagi the window on them. How about you get Jimmy great? Way, near this, what is it? Be my artist, no gum. I'm checking Jimmy, great kitchen marathon. Oh, You need a hand? Thank you to Hector for greeting us. Merci Hector pour cet accueil et que vous nous avez fait à tous. Et maintenant, nous allons commencer de façon formelle. Tout d'abord, j'aimerais accueillir au podium M. Rémi Racine, le président du conseil de direction. Bonjour, bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2015 de CBC Radio-Canada. Bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct sur le web. Je suis heureux d'être ici parmi vous à l'Université de Winnipeg. How appropriate it is to be here today, as it is true. C'est très approprié d'être ici aujourd'hui puisque c'est notre avenir. 7 membres de notre conseil d'administration sont également présents dans la salle. J'aimerais souligner en particulier Rob Jeffrey et Norman May, aussi Marnie Larkin qui est de Winnipeg. Voilà près de 80 ans que les Canadiens se tournent avec confiance vers CBC Radio-Canada, le compagnon de leur quotidien. Nous croyons passionnément à la raison d'être du radiodiffuseur public, exprimer la culture canadienne et enrichir la vie des citoyens en leur offrant un vaste éventail de contenus qui informe, éclaire et divertit. Depuis quelques années, l'industrie et les habitudes de consommation des médias se sont mises à changer à un rythme sans précédent. Le Conseil et la direction demeurent engagés à travailler pour s'assurer que CBC Radio-Canada demeure pertinente et aussi vitale pour les prochaines générations. Last year, we launched an ambitious plan. L'an dernier, nous avons lancé un plan ambitieux, la stratégie 2020, lequel nous permet d'accélérer notre virage numérique. CBC Radio-Canada tire parti des nouvelles technologies comme jamais auparavant pour offrir aux Canadiens le contenu de leur choix à leur convenance. Nous avons aussi enrichi notre offre à la télévision, à la radio et sur le web pour proposer aux Canadiens la meilleure programmation créée au pays et dans le monde. Nous nous sommes également rapprochés de plusieurs communautés par le biais des médias sociaux et des plateformes mobiles. Cette magnitude n'est jamais chose facile et la dernière année a été particulièrement difficile. Pourtant, la transformation entreprise est essentielle pour que CBC Radio-Canada continue d'être le radiodiffuseur public sur lequel les citoyens peuvent compter, non seulement maintenant, mais pour les nombreuses années à venir. Il nous faut changer nos façons de faire pour adapter nos ressources aux besoins des Canadiens. We have to change the way in which we reach Canadians and our... Nous devons changer la façon dont nous joignons les Canadiens. Et le plan 2020, la stratégie 2020, c'est la façon dont nous pourrons connecter avec les Canadiens là où ils sont. Sur ça, j'aimerais passer la parole à notre président-directeur général, M. Hubert T. Lacroix, qui vous donnera un aperçu de la situation actuelle du radiodiffuseur public et de ses orientations futures. Hubert. Good afternoon, everybody.
Bonjour, bon après-midi à tout le monde, merci. Bienvenue. Merci d'être venu. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous en ligne. Et un grand merci à Annette Tchumbi et le personnel incroyable de l'Université de Winnipeg qui nous a accueillis à bras ouverts dans ce super site. Comme vous l'avez entendu, le thème de cette année est « Inviter, inspirer et imaginer ». C'est pourquoi je pense qu'il est très approprié de tenir notre assemblée publique ici, au cœur même de Winnipeg. Une transformation remarquable s'opère ici. On a construit un nouvel aéroport, un nouveau stade de football. L'équipe de hockey revient en force, les Jets. Je viens de Montréal, tu te rappelles? Des améliorations continues, le musée canadien pour les droits de la personne, tout est assez extraordinaire et on peut sentir la confiance qui se dégage de Winnipeg et on voit que quelque chose se passe ici. Sans un public. Regardez ce qui se passe ici à Winnipeg, aujourd'hui, votre enthousiasme, vos histoires, vos expériences, votre vision de l'avenir. CBC Radio-Canada existe pour que toutes ces choses vivent et soient partagées dans un espace public conçu pour vous et pour l'ensemble du pays. Et c'est dans cet esprit que nous essayons quelque chose de nouveau cette année. Nous avons choisi de partager avec la communauté une partie de notre assemblée annuelle. Et ça ne devrait pas vous surprendre parce que, essentiellement, c'est ce que nous faisons. On rassemble les gens, on les amène à se connaître, on observe ce qui se passe et on interagit. Je serai donc bref dans mes remarques. Deepening our connection with Canadians is what the transformation at CBC Radio-Canada is all about. You're using your smartphone or tablet to find information about your community and your world all day long. Our challenge is how to move fast enough to remain relevant to you, remember that 70% of Canadians own a smartphone, while still making sure that we don't leave others behind. Others like those who each Certains regardent encore toutes les semaines 27 heures de télévision en direct. Et il faut qu'on fasse tout ça avec de moins en moins de ressources. Il y a 15 mois, nous avons lancé notre plan stratégique en prévision de 2020. La transformation n'a pas été facile. Certains Canadiens, dont un bon nombre de nos employés, ont craint que ce ne soit qu'un simple exercice de réduction des coûts, qui signifierait moins d'émissions, moins de services et la réduction de la taille et de l'affaiblissement du radiodiffuseur public. En fait, tout ce qu'on fait depuis ces derniers mois, c'est pour réinventer CBC Radio-Canada et d'être en mesure de continuer à remplir notre mandat dans ce monde de plus en plus connecté, tout en étant capable, en tout temps, de trouver des façons de maximiser les revenus et les ressources dont nous avons besoin pour y arriver. C'est une transformation amorcée par tous les radiodiffuseurs publics du monde d'ailleurs. Nous avons encore des défis, mais notre plan commence à donner des résultats. Nos services de nouvelles régionales sont un bon exemple de la manière dont nous changeons. Le 5 octobre, Radio-Canada lancera des services de nouvelles améliorés spécialement destinés aux utilisateurs de technologies numériques et mobiles. Plutôt que de présenter 90 minutes de nouvelles locales à la télévision, nous mettons l'accent sur un bulletin de nouvelles de 30 ou 60 minutes en début de soirée, et vous savez quand ce sera 1 heure à Winnipeg, mais nous ajoutons des capsules de nouvelles locales télévisées toutes les heures pendant toute la soirée. De son côté, Radio-Canada a renforcé ses nouvelles régionales avec du contenu numérique multi-écran offert jusqu'à 18 heures par jour, tous les jours. Et ça s'appelle « De bonjour à bonsoir », tous les jours. C'est une autre façon d'interagir, de co-créer et d'engager la conversation avec vous, où que vous soyez. Donc, ceci ne serait pas une vraie assemblée publique annuelle si je ne parlais pas un peu de notre situation financière. En raison des élections, notre rapport annuel n'a pas encore été déposé au Parlement, parce qu'il n'y a pas de Parlement à qui déposer. Mais je peux quand même vous parler de nos résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 30 juin.
We have stabilized our financial situation despite the industry-wide weakening of the television advertising revenue. We've done this by reducing our expenses by $105 million, de 74 millions de dollars, attribuables en grande partie à la perte des droits de diffusion des matchs de hockey. Cependant, nous continuons de suivre de très près le déclin du marché publicitaire. Un fait à souligner, un fait important à souligner. En 2015, nous avons pu réinvestir 23 millions de dollars dans nos grilles de programmation grâce aux économies réalisées par nos plans de réduction de coûts. C'est la première fois depuis 2009 que nous avons pu ainsi réinvestir dans nos émissions. Nous ne sommes donc pas encore tout à fait ébouillantés. Et je dis ça avec un sourire parce que vous êtes peut-être au courant des réactions déclenchées par l'analogie que j'ai utilisée, l'analogie à la grenouille qui meurt ébouillantée, dans mon allocution à la Conférence mondiale des radiodiffuseurs publics, le Public Broadcasters International, plus tôt ce mois-ci à Munich. Cette image, la grenouille, semble avoir capté l'imaginaire des gens. Mon point était le suivant. Nous, les radiodiffuseurs publics du monde entier, nous nous sommes concentrés au cours des dernières années à gérer chaque crise, chaque réduction de financement, chaque baisse de revenus, chaque défi, parce que c'est ce que les institutions publiques sont censées faire. Et comme la grenouille qu'on place dans un récipient d'eau froide chauffé progressivement, en focusant sur la gestion quotidienne de nos enjeux, nous avons peut-être omis d'élever la conversation au niveau des grands enjeux de l'industrie. Et n'avons pas dit, haut et fort, que nous risquons de devenir ébouillantés. Ce risque est bien réel et je pense que les institutions publiques ont le devoir d'informer les personnes qu'elles servent des menaces qui pèsent sur Terre. That's why I have been talking about a broken broadcasting system for months now. sont cassés depuis des mois et que nous avons besoin d'un nouveau modèle de revenus dans toute l'industrie. Ce serait un modèle qui offrirait aux Canadiens les services dont ils ont besoin. Dans notre cas, ça veut dire un espace public moderne, indépendant du gouvernement et des intérêts commerciaux. Un espace où les idées et les histoires qui passionnent et qui définissent les Canadiens sont partagées. Les gens, les choses... On ne peut pas faire ça sans vous. Nous avons donc l'intention de lancer une conversation avec vous sur l'avenir, notre avenir avec vous, les changements qui touchent la manière dont vous consommez les contenus sur nos services, et on va tous devoir décider comment financer ça. Est-ce qu'on le finance d'une façon différente? Parce que sans un modèle de financement robuste, toutes les choses qu'on essaye de faire à Radio-Canada seront prises en otage par le besoin de gérer les urgences financières du moment. Les Canadiens doivent faire partie de cette discussion et ils doivent avoir une conversation pour savoir si les histoires, les drames ou les nouvelles ou la musique canadienne comptent pour eux. Et ils doivent entendre le genre de diffuseurs publics qu'ils pourront avoir dans le futur. Nous informons les Canadiens et nous partageons des histoires canadiennes. Ça nous aide à construire l'adhésion sociale. Et alors qu'on voit le pays lutter avec des pays lutter avec des communautés multiculturelles, il faut que nous, au Canada, on y donne assez de valeur. We have made extraordinary progress in our way of managing the transformation of CBC. But we're going to do more, and we must do it faster. The connected world is opening up new opportunities for us to engage with citizens and to share culture. We see the potential in using our digital platforms to share and engage with Canadians in new ways. Nous avons des objectifs ambitieux. Nous voulons doubler la portée numérique de CBC Radio-Canada d'ici 2020 pour que 18 millions de Canadiens, c'est-à-dire 1 sur 2, utilisent nos services numériques chaque mois. Nous voulons aussi que 3 Canadiens sur 4, plus d'1 sur 2,
Donc 75% des Canadiens, on veut qu'ils nous disent dans nos sondages que CBC Radio-Canada est très importante à leurs yeux au niveau personnel. Oui, c'est ambitieux, mais oui, je crois fortement qu'on peut le faire. Je pense que c'est ce que les Canadiens attendent de nous. Je veux engager la conversation avec les Canadiens et les décideurs pour que notre vision de l'avenir se concrétise. Nous voulons en faire plus, pas moins. Nous ne pouvons pas réduire le diffuseur canadien. Donc je veux que CBC Radio-Canada tire profit de l'énergie et de l'optimisme des communautés comme celle de Winnipeg et j'espère que j'entendrai de vos nouvelles à ce sujet. En attendant, profitez bien des événements d'aujourd'hui et de ces jeunes gens extraordinaires. Merci. Merci, Monsieur Lacroix. Nous allons vous retrouver un peu plus tard pour la troisième partie de cette assemblée. Nous venons de terminer la première partie et on s'en va maintenant vers la deuxième partie. Et ça, c'est la partie qui m'excite vraiment, parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, dans le panel, on a 4 jeunes Winnipégois, ils vont nous raconter leurs histoires, ce sont des meneurs, ce sont des gens, on va leur demander ce qu'ils font exactement dans leur communauté, et dans un moment, on va les inviter sur scène. Chacun d'entre eux a travaillé d'une façon différente, certains font du bénévolat, certains sont avec des organismes, certains sont des mentors, ou certains ont eu des mentors. Ils nous inspirent tous, et ils nous permettent d'avoir ce genre de conversation dont on parle dans tout le pays. Donc, on va rencontrer nos 4 jeunes Winnipégois. Tout d'abord, c'est Erica Daniels. C'est la gagnante du prix de la réussite autochtone du Manitoba 2013 et elle a aussi eu le prix du modèle de 2012. C'est une facilitatrice pour le projet de téléjeunesse. C'est un projet du Broadway Neighborhood Center qui fait partie du centre-ville. Maintenant, elle a sa propre entreprise de production, donc on va laisser la salle pour un moment et vous faire rencontrer Erica dans son quartier. I grew up very disconnected from my culture. I didn't really know about the history of Indigenous people and where I came from. And I always kind of felt a little bit ashamed. L'interprétation reprendra après la vidéo. The negative stereotypes. As a young teen in high school, I went through a lot of the struggles with drugs and alcohol. One of my teachers, she invited me to a community cleanup at the Broadway Neighborhood Center. They had a group of young Aboriginal men performing on a stage. Seeing young people who looked like me doing something so courageous like that, it just really inspired me. When I was 16, I attended my first ceremony. And that's when I started learning more about the history of Indigenous people. I started learning from the elders, and that really started building my pride in who I was. I worked my way up to being a mentor. I am now an employee at the Broadway Neighborhood Center. Okay, guys, let's do this. Oh, I absolutely love working with these young people. I see myself when I look at them. I went through a lot of the struggles that they're going through. But I have something to say first. With the young Aboriginal people that come through those doors. Have you ever been to the sacred site? When I start telling them about the different things that I've seen through ceremony, I feel like I belong somewhere. Like you could just see their eyes light up. Yeah, like they don't know anything about their culture. There's so much energy on that land. It gives me pride in knowing that I could help change the lives of these young people. It just amazes me how much our people are working to change the future for our next generation. And that really inspires me to want to work harder to help our community rise. I want to be a voice to be able to change the future for our next generations. Tu vas bientôt arriver à faire ce changement. Tout le monde, je vous présente Erica Daniels. Vous allez voir, vous allez applaudir souvent. Notre prochain invité est originaire du Congo. Il a grandi dans une famille de musiciens du petit village de Bukavu. Pas étonnant que Trésor Namuira soit devenu un artiste musical de hip-hop. Lorsqu'il a immigré à Winnipeg avec sa famille il y a à peine 4 ans,
Il s'est donné comme mission d'inspirer l'harmonie, l'unité et la diversité au moyen de son propre style musical. Ses chansons parlent de sujets actuels et même parfois de certaines problématiques comme la drogue et l'intimidation. Je vous invite à écouter cette vidéo qui nous en dira davantage sur Trésor. Mon nom, c'est Trésor Namuira. La vidéo Peg City, c'est au fait un hommage à Winnipeg City parce que j'ai trouvé ma vie, mon amoureuse, et je vais faire ma vie ici. Jibu, tell me what you want to write. En 2011, j'ai réalisé ici au Manitoba qu'il y avait un besoin d'encadrement de la jeunesse pendant la période d'été. Is everybody ready? On a créé un programme avec l'entreprise éducative culturelle Namura Fox. Alors, on commence par Just Be. I feel like every time I close my eyes, all I see is fame. Et ça leur aide à produire leur propre musique, celle qu'ils ont toujours rêvé à faire. As a method to send messages to children. Ça leur aide à avoir la confiance en soi. You got a dream? Pour créer quelque chose, je voulais juste initier l'esprit de création dans ces jeunes-là. L'idée, c'est de produire un album. Just don't quit, you gotta try harder. Une partie va aller aider les orphelins en Afrique et une partie va soutenir encore leur carrière musicale. Je viens d'une famille qui a traversé beaucoup des épreuves et je connais un besoin qu'on a, c'est le besoin de l'éducation. Je vais lancer un deuxième album, travailler avec mes sœurs. La partie de cet argent va contribuer toujours pour la formation de cette jeunesse qu'on est en train d'encadrer, mais aussi la jeunesse en Afrique pour qu'ils continuent toujours leurs études. Okay, voilà. C'est juste une façon d'unir les gens, essayer de vivre ensemble, essayer de promouvoir les talents qu'on peut trouver, essayer d'aider si on peut, essayer de comprendre d'autres cultures et aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Voilà. Bravo les filles, bravo, bravo, bravo. Mesdames et messieurs, c'est donc Trésor Namuira. Our next panelist is someone I met in a cold. Notre expert suivant, je vais les rencontrer ici. Je lui dis, est-ce que tu peux me rencontrer à Winnipeg? C'est une jeune fille qui s'est fait agresser dans une cour d'école et Jamil a dit oui, je peux venir, bien sûr. Il voulait améliorer les choses et il les a améliorées. Jamil est né ici à Winnipeg. Il est dans le programme de développement international à l'université de Winnipeg. Il a travaillé dans ce cadre avec au Pakistan et avec des jeunes de la rue en Équateur. Avec le CV de Jamil, il pourrait travailler n'importe où dans le monde, mais il a choisi de travailler ici. Donc sa communauté de Spence est juste à quelques pâtés de maison de ce campus ici à Winnipeg. On va y aller tout de suite. Our community is vibrant. It's dynamic. It's very diverse. Nice. While it has its challenges, I think it has more opportunities than it does challenges. It's the best community in the city. Maybe I'm a little biased, but living in a lower income community, you can be very isolating. If you have to work 2 jobs, 3 jobs to make ends meet, support your family. So we work really hard on having a lot of community events where people can come and bring their whole family, and just the simple things of opening up a space and making it friendly and inviting and giving people food and opportunity to connect and share. I'm busy? I'm always busy. Seeing the community growing through this opportunity to just engage and have positive relationships in their neighborhood. She's the best. The thing that I always love is that you give people even the tiniest opportunities and they make the best of it. We have a kids garden behind the rec center. Which is your favorite garden bed? We started just showing kids how to grow vegetables. Tomatoes. Within a season or 2, Oh, I see some. we were seeing kids bringing in lettuce to the program and saying, let's have salad today. These are onions. We have a garage that we run a tool lending library out of. Kasia Koza, who's a local graffiti artist, he's going to mentor youth to do their own panels on the garage. So the youth will develop those skills, but also be able to express themselves in our community. To me, this guy has opened his heart to the community, and he's opened his heart to the people, and he's for the people.
He's becoming a great community leader. Yeah, good seeing you. Well, it's like watching a plant grow, right? You plant a seed and you water it, you put all your energy and love into it. Eat it, it's good. Yeah. And then you see it blossom into a recreation center full of kids, or new housing projects, or a new community space, a new park, right? But just being a part of that is a huge thing to be proud of. Il me fait maintenant très plaisir de vous présenter une ancienne collègue de Radio-Canada. C'est une franco-manitobaine métisse. Son nom est Janelle Wookie. Ses racines culturelles expliquent en partie sa vocation de documentariste. Née et élevée dans les prairies canadiennes, elle crée des films avec son frère depuis sa jeunesse. Allons en apprendre un peu plus sur son travail. Je pense que le tout pour moi a commencé quand j'étais jeune. J'ai toujours adoré être devant la caméra. Moi et mon frère, on jouait avec la caméra de notre père. He's Michael Moore. Mon amour pour le documentaire a commencé avec le film Bowling for Columbine. Ça m'a frappé comme wow! C'est un film qui est divertissant, qui est intéressant, qui m'informe sur quelque chose d'important. J'ai fait des études postsecondaires à Red River College dans le programme Creative Communications, qui est un programme de journalisme. J'ai choisi de produire un documentaire sur ma mère et sur son héritage métis et le fait qu'elle n'en était pas fière, elle l'avait caché. Et puis c'est vraiment ce qui a marqué le début de ma carrière. Alors dans le film, c'est moi qui est en train de mener ma mère vers son identité métisse. En arrière-scène, ce qui se passait vraiment, c'est que moi aussi, j'étais juste en train de découvrir moi-même ma propre identité métisse. That's the worst flood I ever seen. Alors le premier film qu'on a coproduit comme producteur indépendant avec Wookie Films, c'était le film Treading Water. We don't know when we're going to go home or where home is going to be. Pour nous, c'était vraiment important de leur donner une voix parce que l'histoire avait été tellement compliquée dans les médias. Une des choses qui me passionne le plus dans le documentaire, c'est l'occasion de clarifier certaines choses qui sont peut-être moins claires avec le public. Who in this class has a relative that has a amputated leg? 2, 3, 4, 5, 6. Surtout quand ça vient à des issues qui ont affaire avec les populations autochtones du Canada. Puis quand les gens ils viennent après un screening puis ils disent « Ah, j'avais entendu parler de cette histoire-là, mais j'avais aucune idée que... » Ça, pour moi, c'est le vrai trésor. Alors à CBC Radio-Canada, on a aussi beaucoup de gens talentueux qui participent dans leur propre communauté, que ce soit dans la programmation ou de l'engagement communautaire ou les médias sociaux, qui est un domaine énorme maintenant. Certains d'entre eux ont voulu se joindre au panel cet après-midi et nous dire comment ils ont participé. Exactement, Marcy, parce qu'on a deux invités spéciaux. Aujourd'hui, on commence par le premier. Alors, depuis déjà 8 ans, il tient le rôle d'Oli dans la populaire émission Les Parents, diffusée à ICI Radio-Canada Télé. En plus de s'être aussi associé à plusieurs causes, il a co-développé et animé une série documentaire nommée Raphaël, citoyen du monde, où il est allé à la rencontre de jeunes francophones qui s'impliquent dans leur communauté ou encore à l'étranger dans l'espoir de bâtir un monde meilleur. Merci d'accueillir Raphaël Grenier-Benoît. Also, please welcome to the stage the... Veuillez aussi accueillir sur scène l'animatrice de CBC Radio 2 Weekend Morning, CBC TV Weekly Show, CBC Music Backstage Pass. Talia a aussi animé le Quietest Concert Ever avec Serena Ryder. C'était une émission incroyable, j'ai regardé la semaine dernière et j'étais vraiment jaloux. C'était un
concert sur l'océan. Ça a été très inspirant. Talia participe beaucoup à la scène musicale et a vu l'importance de l'implication dans la communauté, surtout quand on essaye de donner le pouvoir à nos jeunes. Donc elle a rencontré des jeunes d'un côté à l'autre du Canada et elle est là aujourd'hui. Talia. Alors on va commencer la discussion et je voudrais recommencer par le début. Donc Erika, on va commencer par toi si ça te convient. Je sais que ce que tu as dit, c'est que tu es allée à cet événement et que tu t'es vue toi-même en certains de ces jeunes en tant que jeune femme. Alors pourquoi est-ce que ça compte de se voir dans quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça t'a fait? Eh bien, il y a eu beaucoup de défis. Pour moi, comme pour les jeunes, on a des histoires très similaires. Et ça me donne beaucoup de fierté de travailler avec des jeunes qui ont connu beaucoup des défis que j'ai connus moi-même. Donc ça m'encourage à les aider et à avoir un impact, je l'espère, sur leur vie aussi. On entend beaucoup parler des gens qui sont près de leur culture et qui aident les gens. Je pense qu'on t'a aidé pendant que tu as eu un moment difficile dans ta vie. Oui, quand j'ai grandi, j'étais déconnecté, je n'avais pas beaucoup d'identité en tant que personne autochtone. Et je pense que c'est un défi pour beaucoup de nos jeunes, c'est de ne pas comprendre d'où ils viennent et qui ils sont. Et comprendre la beauté de notre culture. Et ça, c'est l'un de mes objectifs. Faire ce que je peux pour représenter l'identité et la culture de ces jeunes à ces jeunes. Erika, de son côté, elle a pris sa propre culture. Vous avez adopté une culture assez rapidement, à peine 4 ans. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre communauté d'accueil? Moi, j'ai toujours dit que je réalisais que le Canada, c'est un pays des immigrants. Pourquoi? Parce que je réalisais que nous sommes tous venus de quelque part. Il n'y a personne qui te dira que moi, je suis un Canadien, là, Canadien. Mais ce qui m'a inspiré, au fait, de ça, c'est que même si nous venons tous de quelque part, nous avons l'idéal canadien. Je vois l'unité dans une diversité. Et c'est une force. Et je m'aimerais bien vivre comme ça toute ma vie. Voilà tout ce qui m'a inspiré une fois que je suis arrivé au Manitoba. Non seulement vivre comme ça, mais vous êtes rapidement devenu un mentor pour les jeunes ici de la communauté. Et ça, c'est important? Oui, ben, tu sais que le futur de demain se repose dans les mains de la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut bien gérer cette jeunesse pour avoir de meilleurs résultats dans le futur. Alors, il y a des gens, il y a des jeunes qui s'intéressent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Il y a d'autres qui s'intéressent beaucoup plus dans la musique. Et comment les faire? Pour devenir un docteur, il faut toujours aller aux études et il faut que tu apprennes comment devenir un docteur. Et il y a des jeunes maintenant qui s'intéressent à la musique et qui veulent aussi apporter leur musique comme carrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentorship à travers les 100 noms. Ici, Manitoba, ils ont toujours organisé des choses pour nous élever. D'une autre façon, je trouve que tous les acquis que je suis en train de prendre d'une manière ou d'une autre, ça peut être utile à la jeunesse, surtout les jeunes de mon âge ou les jeunes qui sont encore moins de mon âge, pour aller encore plus loin. Parce qu'on veut voir la réussite dans cette jeunesse-là. C'est intéressant parce que quand il est venu ici, il parlait de trouver de l'inspiration ici, et dans ce pays. C'est porte ouverte de pouvoir parler avec les jeunes. Et on a commencé en disant que vous auriez pu partir, mais vous êtes resté aussi. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti? Pourquoi est-ce que tu as continué à étudier ici, à aider les gens? Oui, j'avais l'intention de retourner travailler à l'étranger, mais en commençant à travailler dans la communauté et après avoir créé des liens dans la communauté, j'ai trouvé que beaucoup des défis qu'il y a dans les pays en développement se trouvent dans mon propre jardin. Donc il y a ce genre de choses à Winnipeg, donc faire un changement dans cette ville, c'est important pour moi, et ensuite je me suis investi ici. Donc comment tu sais que tu fais une différence? Comme quand je l'ai dit, tu commences à faire face à quelque chose qui a l'air impossible. Et par exemple, ou alors peut-être que tu aides un enfant qui s'est fait mal dans la cour et il y a les gens qui vont dire on n'est pas en sécurité ici pour mes enfants, mais comment est-ce que tu fais cette différence? Bien, le travail qu'on fait, c'est de réunir les résidents et construire une vision dans leur quartier. Donc pour moi, la différence, c'est de voir la résilience qui grandit dans la communauté, de savoir la force des gens, de savoir qu'on a beaucoup de problèmes au Canada. On a de la pauvreté, on a les effets de la colonisation, on a des structures qui sont cassées, on a toutes ces choses auxquelles les gens doivent faire face tous les jours.
Et, par exemple, il y a des jeunes qui peuvent, par exemple, donner un endroit aux jeunes pour faire du sport ou de l'art ou leur donner à manger. Ça leur donne une chance de faire quelque chose. Et quand vous voyez l'état de la ville, c'est là que vous voyez que vous avez fait une différence. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez fait récemment? Je vous donne le droit de vous vanter. On fait un centre ouvert sur 24 heures pour les jeunes. Il n'est pas encore ouvert. On attend encore le financement. Mais on espère que dans le West End de Winnipeg, à la fin, d'ici décembre 2015, ce centre sera ouvert. Mes collègues à moi. Alors, Janelle, vous avez choisi la voie du documentaire. C'est un peu expliquer les histoires d'ici aux gens d'ailleurs. Donc, c'est aussi de l'engagement communautaire, à votre avis? Oui, pour moi, comme franco-métis, je fais partie d'un groupe assez unique, assez petit. Alors, de pouvoir me vanter et de parler de ma communauté au reste du pays, c'est très important pour moi. Et puis aussi, c'est un atout aussi pour ma communauté à moi. I find that it's awesome to be able to... Je trouve que c'est bien important de pouvoir, en fait, défaire certains mythes qui existent. Des métis, mais aussi des francophones à l'extérieur Québec. Alors pour moi, c'est bien pour ma communauté, mais aussi, comme vous dites, comme pour le reste du pays. Yeah. Et ça a commencé avec votre grand-mère qu'on a vue tout à l'heure dans la vidéo. C'était bien la grand-mère de Janelle. Et en même temps, c'était vous aussi qui cherchiez votre identité. Oui, c'était un trajet assez intéressant. Nous, on n'a pas su qu'on était métis avant... il y a comme peut-être 10 ans. Alors, le trajet de découvrir mon identité métisse, ma mère, elle est assise là, elle est en train de pleurer. My grandmother's here. So that trajectory was interesting. Alors, ce trajet a été intéressant et ce qui était fantastique. Sorry, I might be messing with the interpreter. Peut-être que l'interprète a de la misère. Non, ça va, ma petite. Ce qui était vraiment... satisfying puis fulfilling. C'était satisfaisant et... Les gens, ils venaient nous voir après pour dire « Hey, my grandma watched this, ma maman... » My grandmother watched this. De s'ouvrir au sujet de son identité métisse puis son identité autochtone. Or, people would come and say « My grandmother's finally talking... » Et finalement, ma grand-mère parle de son héritage ukrainien. Alors, cette contribution-là à ma communauté, c'est quelque chose qui m'est très important. Yes! So, Talia. Alors, Talia, à part les concerts sur les fonds marins, nous allons en parler plus tard, c'est quoi le rôle du radiodiffuseur public? Ben, en fait, c'est notre rôle. C'est le deuxième plus grand pays au monde et ça prend un radiodiffuseur avec énormément de cœur et qui prête attention à tout le monde d'un océan à l'autre. Ça crée un sens de communauté à travers le pays. C'est un privilège, en fait, de faire partie de cet ensemble. Et je travaille en musique et une des grandes joies qu'on a, c'est de découvrir des musiques de régions différentes et d'artistes, d'entendre des artistes qu'on n'entendrait pas autrement. Alors, on a la compétition Searchlight, où on cherche les meilleurs artistes au Canada et on amène ces finalistes sur la scène... sur la scène canadienne. On a un groupe électropop d'Iqaluit et on en a d'autres d'ailleurs, des gens que vous n'entendriez jamais. Et en fait, ça donne un sens de communauté. Et certains de ces artistes sont allés se rencontrer grâce à ce concours en ligne. Et quand ils font les tournées, ben ils couchent chez l'un et chez l'autre. Alors, ça coûte moins cher d'hôtel. Alors, c'est amusant, mais en fait, c'est ça que le radiodiffuseur public devrait faire, ramener les gens ensemble afin qu'ils puissent donner de leur meilleur. Et avec la baie de Fundy, là, c'était fantastique. Mais c'est quoi la différence avec la musique? Est-ce que les gens, je sais pas moi, on peut consommer la musique quand on veut, où on veut, comme on veut? Ou, parce que c'est pas seulement votre travail, mais aussi notre panel. Je veux dire, on fait des vidéos musique. Alors, qu'est-ce que c'est avec la musique aujourd'hui? Pourquoi on devrait continuer avec la musique? Bien, la musique a toujours eu ce pouvoir. C'est un cliché, mais c'est vrai. C'est que la musique est une langue universelle. Et la façon dont les gens font la musique, et Jamil pourrait peut-être mieux le dire que moi, mais écoutez, les jeunes là de ce centre
on leur donne des leçons de guitare et de piano. Alors, il y a ce monde institutionnel de la prison pour jeunes et ils en sortent grâce à la musique. Ça s'appelle Musique au Merc, qui est en fait le centre de récréation là. Donc, on parle de jeunes, on parle de musique, on parle de vidéo. Raphaël, vous êtes comédien, mais vous avez co-réalisé, co-développé un documentaire. Comment vous avez embarqué là-dedans? En fait, j'ai co-développé et animé une série documentaire qui mettait l'emphase en fait, sur l'aide humanitaire faite par les jeunes dans leur communauté ou à l'étranger. Et puis, j'ai rencontré les producteurs des parents il y a quelques années, puis ils m'ont dit, ben écoute, on aimerait ça faire une émission avec toi. C'est quoi que tu aurais envie de faire? Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à n'importe qui. Et puis, je pense que ce qui est vraiment important pour moi dans cette émission-là, c'est de mettre en lumière ce qui est fait de positif par les jeunes. Parce que souvent, on entend, bon, les jeunes d'aujourd'hui, évidemment, et puis c'est sur les réseaux sociaux, ça fait rien, c'est oisif, c'est déconnecté, ça s'intéresse pas. Puis moi, j'entends ça, puis j'ai envie de crier, de tout déchirer, mais je me dis, mais c'est faux. Et puis, je parle avec les gens autour de moi, puis c'est ça que... c'est ça, le même son de cloche, en fait, vient d'un peu partout. Et puis, c'est de donner la parole à ces jeunes-là qui s'impliquent, de donner la parole à ces jeunes-là qui croient à un monde meilleur et puis qui ne cèdent pas au cynisme ambiant. Et puis, en faisant cette émission-là, je posais souvent la question aux jeunes que je rencontrais. Je leur disais, mais est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça aide plus les gens que tu es venu aider ou ça t'aide plus toi au final? Et puis, les réponses étaient très, très mitigées, partagées, mais la plupart des gens finissaient par dire, au final, si je le fais, c'est parce que ça me change moi et puis ça me fait du bien. Alors vraiment, cette émission-là, si ça a pu donner envie à quelques jeunes de s'impliquer, puis de voir aussi que c'est pas si difficile d'avoir un impact. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça très, très gros. Tu sais, on tournait, par exemple, des gens, on rencontrait des gens qui venaient du Saguenay, qui étaient en Afrique, en campagne, et puis qui travaillaient avec des jeunes pour aider à prévenir la malnutrition. Et puis, tu entends parler de ce projet-là, puis tu te dis, oh mon Dieu, mais ces jeunes-là, ils ont tous des maîtrises, des doctorats, c'est complètement... Moi, je pourrais pas faire ça. Et puis après ça, tu les rencontres, et puis tu te dis, mais c'est possible, tu sais, on peut s'identifier, on rencontre ces gens-là, et puis on voit qu'on est capable de faire une différence. Alors moi, c'est vraiment ça le message qui ressort de cette expérience-là. Et est-ce que ça vous a changé, vous? Clairement. Puis c'est pour ça, tu sais, je dis souvent, cette émission-là, pour moi, ça a été une découverte au niveau professionnel, mais aussi au niveau humain. J'ai appris à animer, c'était la première fois que je faisais ça. J'ai été dans le processus de développement de l'émission. Donc, c'est certain qu'au niveau professionnel, j'ai beaucoup appris, mais au niveau humain, ne serait-ce que de savoir, de te mettre dans la réalité de c'est quoi être étranger. Tu sais, d'arriver en Afrique ou en Amérique du Sud et puis de te faire appeler Nassara, tu sais, le blanc. Fait que c'est vraiment une expérience humaine incroyable. Puis aussi, je pense que c'est de rencontrer tous ces jeunes-là. Je me savais optimiste. Face à la jeunesse, face à l'avenir, mais après toutes ces rencontres-là, je le suis encore plus. We were talking yesterday about all of you. Hier, on parlait de vous tous et toutes là, vos âges, à quel âge vous avez commencé à vous impliquer dans la communauté. C'est intéressant parce que c'est tous à peu près le même âge. Tôt dans la vingtaine, tard... Et les gens disent, bon, finalement, je peux partir, je peux me lancer par moi-même, etc. Et vous avez tous dit non, je dois contribuer, apporter, faire une contribution. Est-ce que c'est parce que vous avez vu qu'il y avait un besoin? Pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous avez fait, là, en disant, je vais faire ci, je vais passer mon temps à faire cela? Bien, pour moi, c'était le programme au centre. C'est le personnel, en fait, là, au centre, qui a fait un impact sur ma vie et les choix que je faisais. Alors, c'est ça qui, en fait, m'a poussé dans la direction où je suis allé. Même si j'avais choisi le mauvais chemin, les gens étaient là pour me rediriger et me ramener. Alors, c'est un peu pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que je vois ce qu'ils ont fait pour moi et moi, je veux faire ça pour ma communauté. Dès que j'ai été inspiré par mon père, parce que mon père fut un CEO d'une entreprise, centre de récupération des enfants de la rue. Et j'ai eu la chance de voir le beau travail qu'il faisait. Et je me suis dit, en tout cas, la meilleure façon de travailler aussi dans ma vie, c'est d'être au service de la jeunesse et d'être au service des autres, parce que ça me fait aussi plaisir. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui,
il allait dans la rue, là où les enfants fumaient du chanvre, toutes ces choses qui se passent dans la rue, et il essayait d'amener ces enfants-là au centre, et par après, amener ces enfants-là à aller encore à l'école et leur donner la chance de revivre encore la vie comme ils peuvent. Et puis, quand je suis arrivé au Manitoba, j'ai réalisé qu'il y a tout un potentiel dans la jeunesse, mais c'est comme si on ne voit pas ça d'une manière ou d'une autre. On ne voit qu'il y a une jeunesse qui est un peu distraite, une jeunesse qui est juste là pour la musique, ils ne s'intéressent plus aux médias, comme tu l'avais dit. Mais c'est vraiment faux et archi faux. Depuis que j'ai commencé à travailler avec les jeunes, j'ai réalisé que ce sont des jeunes qui veulent aller plus loin et ce sont des jeunes encore qui veulent réaliser leurs rêves. Voilà, c'est un peu ça. Mais Trésor, vous avez dit que vous avez eu comme un modèle de votre famille, de votre père. Et moi, j'étais justement curieuse de savoir, est-ce que les autres, vous avez aussi eu un modèle de votre famille qui était engagé aussi dans la communauté, ou ça venait juste de vous, de votre personnalité? Je ne sais pas qui veut répondre. Trésor? Moi, le modèle, c'est mon père. Bien, pour moi, ce qui m'a vraiment inspiré de me lancer dans ma communauté, c'était... je viens d'une famille exogame. C'est un terme populaire ici au Manitoba. Ça veut dire que j'ai un parent anglophone et un parent francophone. Et puis aussi, au cours de ma vie, j'ai découvert que j'étais métisse. Alors, j'ai fini avec comme un pied dans un petit peu chaque communauté. Et puis, pour moi, I was like privy to the conversation. Bon, alors j'ai vu toutes les conversations qui se déroulaient dans tous ces groupes parce que je faisais partie de tous ces groupes et je voyais les concepts qui existaient d'autres groupes, d'autres personnes. Alors, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire des documentaires. J'aime beaucoup, puis ce qui me motive, c'est de débunker les mythes un peu qui existent au sujet de les communautés francophones ou les communautés métisses. Et puis, quand j'entends des gens qui parlent d'un issue puis they don't quite understand it or they're getting... Ils comprennent pas tout à fait, ils se trompent. Ben, écoutez, ça me rend folle. Gotta set this straight. Et puis je me dis, ben il faut corriger les choses. Il y a tellement d'histoires qui sont arrivées. Il y a des histoires dans les médias pendant des mois. Ça s'est déroulé pendant des années des fois. Et ça se rend dans le public et à un article et un autre article la semaine d'après, et 2 minutes aux nouvelles ici. Et pour moi, mettre tout ça ensemble et expliquer aux gens de façon qu'ils comprennent. Qui m'intéresse quand quelqu'un me vient me voir après un screening puis dit... Quand mes parents arrivent... Cette histoire-là dans les papiers, I had heard about that before, mais je l'avais jamais comme compris. You know, I had never really understood. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé vraiment et qui était la vraie victime, etc. et qui sont les joueurs, etc. Alors... m'impliquer. And we're sorry we asked you the family question with grand-mère. Et on est désolé de t'avoir posé la question à propos de grand-mère. Et toi, Jamil, ton plus grand désir? Ben, tout ce qu'on fait à Spence et toute ma communauté, tout mon personnel, on prend le voisinage, on regarde ce qui se passe dans le voisinage et on a une vision pour ça. Et Spence, c'est tellement vibrant, c'est tellement divers et diversifié. Et ma vision continue à grandir et on peut, en fait, rencontrer les besoins des gens. On a des problèmes de pauvreté, de gangs de rue, etc. Mais en fait, on peut essayer de corriger ça si on a une communauté forte et une bonne fondation. On a peut-être le temps de revenir à Talia. L'océan? The concert. Ah, ouais, le concert. It's a beautiful concert. And... C'était un concert avec Serena Ryder. On devrait revenir, oui. On a ça à CBC. Mais la valeur de ce concert, peut-être nous dire ce qui se passe. La baie de Fundy, oui. La baie de Fundy, si vous n'êtes jamais allé, ça a les plus grandes marées au monde, à peu près à cette époque-ci de l'année. Et ça sort vers l'océan, et 300-400 mètres. Et le fond de l'océan est exposé, on peut le voir, parce que la marée est sortie. Et ils ont fait un concert sur, en fait, le fond de l'océan. Ils se sont installés pendant que l'eau avait disparu. Alors, Serena Ryder était là avec son groupe. Mais ce que ça voulait dire, c'est qu'il a fallu qu'on prenne un hélicoptère pour créer un lieu où les gens
pour en fait prendre l'hélicoptère pour descendre la Seine, en fait, sur le fond de l'océan. Il y avait 2-3 hôtels seulement là-bas. Tout était pris. La communauté tout entière était tellement enthousiaste. Ils voulaient prendre part à tout ça. Ils voulaient nous montrer leur petite partie du Canada et montrer ça au reste du Canada. Et l'appui qu'on a eu, en fait, de CBC Moncton, on a réussi à réaliser ce projet. C'était vraiment un partage, vraiment, on partageait entre nous, on partageait avec le pays. Et c'est vendredi soir que ce programme est passé à la télé et les gens du motel, de l'hôtel ont écouté et faisaient des gazouillis partout. Donc, on était en train de se parler de cette expérience qu'on avait vécue ensemble sur l'autre côté, de l'autre côté du pays. Alors, c'est tellement canadien, finalement. Ça me rend vraiment fier de faire partie du radiodiffuseur public. C'est une célébration, c'est la géographie, c'est le talent, c'est le cœur des gens qui sont là. On a une énorme plage ici au Manitoba, hein? On pourrait faire... Oui, mais ça prend un énorme radeau et toutes sortes de choses. Et je me demande, vous avez fait des grandes choses, chacun d'entre vous. Alors, comment est-ce qu'on peut encourager d'autres jeunes à faire la même chose que vous, à plonger dedans? Raphaël, comment vous avez rencontré plein de jeunes? Comment est-ce qu'ici, on peut continuer cette espèce de vague d'engagement? Je pense que ça passe par deux choses. Premièrement, moi, ce qui est quelque chose qui me frappe, c'est par l'exemple. Quand je vois des gens qui se dépassent, qui se battent pour leurs idéaux, leurs valeurs, qui ont un impact, ben moi, ça m'inspire. Et puis, c'est pour ça que justement, j'ai travaillé sur une série documentaire et tout ça. C'est que j'ai envie d'avoir cet impact-là, d'une certaine façon. J'ai envie de me dire, ben mes gestes ont encouragé quelqu'un à faire quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc, je pense que ça passe par l'exemple. Mais je pense que c'est aussi, faut être encouragé. On parlait des parents tout à l'heure. Ben moi, je pense qu'il y a quelque chose que si je pouvais résumer peut-être mes parents de la façon dont ils m'ont influencé face à ça, c'est que depuis que je suis tout petit, à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'ai envie de faire ou qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, la réponse qui me vient tout de suite, c'est « rien n'est impossible ». Si tu as envie de le faire, fais-le. Puis les seules limites qui existent, c'est celles que toi, tu t'imposes. Et puis je pense que ça, on ne se le fait pas assez dire, en fait. Puis c'est sans aucune prétention et tout ça, c'est juste que si on n'essaie pas, comment est-ce que ça peut fonctionner? Alors, je pense que c'est vraiment comme ça, justement, qu'on est capable d'encourager des jeunes à avoir un impact. C'est de leur montrer que, de un, c'est faisable, puis qu'eux sont capables. Marcy, rien n'est impossible. Beach, concert, We can do it! To piggyback on that, there's so much of... Oui, ce que vous faites, là, c'est un honneur d'être assis ici avec vous. Vous aidez aux gens à partager leurs histoires avec les autres. Et je crois que c'est ça le plus important. Quand les jeunes ou les vieux veulent partager leurs histoires, ben, ça rassemble les gens et tout le monde a une histoire à raconter qui n'a pas été racontée. Et c'est tellement fantastique que chacun d'entre vous a aidé les gens à raconter leur histoire. Et ça me fait que je me sens... souvent, dans les médias, on n'a pas le temps de rendre justice à toutes les histoires. Mais alors, c'est bon d'être là et d'apprendre des autres ce qu'ils font, du petit écran au grand écran. Alors, merci beaucoup à tous les participants ici pour leur participation aujourd'hui. Feel overwhelming how to make those differences that sort. Des fois, on se sent un peu pris, là, mais en fait, grâce au mentorat, au volontariat, etc., il y a des gens qui peuvent vraiment faire une différence. Et cette partie de nos présentations, notre panel jeunesse, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Inspirante et peut-être des idées. Je vois mes patrons ici dans la salle. Alors, c'est ainsi qu'on termine cette deuxième partie de l'Assemblée publique annuelle. Si vous voulez continuer cette discussion-là avec nos jeunes inspirants, je vous invite à aller sur Twitter. Vous pouvez nous dire
quelles sont les personnes qui vous inspirent et en quoi votre communauté est unique. Et je vous invite à utiliser le mot-clic RC Communauté. And I'll just reiterate that we do encourage you to continue on Twitter this afternoon. Et nous vous encourageons de continuer sur Twitter cet après-midi. Vous vous servez du RCC Communauté. C'est maintenant le temps de commencer notre période questions-réponses. À vous de poser les questions. Avant cela, par contre, de passer au pays tout entier. Alors, passons aux gens dans la salle. Rémi Racine, Hubert Lacroix, je vous accueille ici en avant. J'aimerais inviter Heather Conway, Lalonde, Service français, John Richardson, Manitoba et Saskatchewan, et Pierre Guérin, directeur de Service français, de monter ici. Jean-Paul will be thrilled. Alors, tout le monde est là pour répondre à vos questions. Donc, à RCC Communauté, APA Radio-Canada et Twitter et tout le monde. Alors, nous vous remercions. Oui, c'était fantastique, là. Comment peut-on ne pas être inspiré? C'est ce qu'on essaie de faire comme radiodiffuseur public. On essaie d'engager les communautés, de les faire participer. Et dans la stratégie 2020, justement, on veut se servir de l'engagement de nos communautés comme notre 5e plateforme et nous vous remercions énormément. C'était vraiment inspirant. De passer aux questions, juste les petits rappels. Donc, pour les gens ici dans la salle, il y a un micro qui est là, oui. Il y a un micro qui est là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions courtes, une question par personne. Les gens en haut, vous venez en bas. Et bien sûr, ceux qui nous suivent via le web, vous pouvez nous écrire à l'adresse apa@radio-canada.ca. In English, you can write to us to apm@cbc.ca. Vous pouvez aussi envoyer vos questions par Twitter. Je vous rappelle le mot-clic RC Communauté. Via Twitter, you can write to us to #CBC Community. Et il reste d'autres. I'll just repeat that the audience. Je vais tout simplement répéter que si vous voulez descendre ici au micro, une question par personne. On va essayer d'avoir le plus de questions possible. Si vous voulez nous donner votre nom, c'est fantastique, mais ce n'est pas obligatoire. Et un petit rappel pour ceux dans la salle aujourd'hui, parce que, évidemment, nous sommes tous ici. Les panélistes vont répondre à certaines vont répondre à certaines questions à l'extérieur de la salle aussi, ou après la réunion. Twitter, ça s'adresse à Hubert Lacroix. Ça vient de Joël Lafont et Joël demande « Radio-Canada vit des compressions importantes. Quel modèle de financement pourrait être adopté? Comment faire? » Je vais essayer de répondre aux questions dans les deux langues, mais je vais commencer par la langue dans laquelle la question m'est posée. Dans un environnement comme le nôtre, il faut absolument avoir des conversations sur le modèle de financement. Ça fait plusieurs mois qu'on raconte que dans un environnement où c'est bâti en fonction d'un modèle où les revenus publicitaires assuraient aux radiodiffuseurs publics les revenus publicitaires, une espèce d'équilibre en fonction des crédits parlementaires qui diminuaient et de l'encouragement du CRTC et des gouvernements à travers les années. On avait un modèle de financement mixte. Si les revenus publicitaires disparaissent de cette équation-là, il va falloir qu'on les remplace d'une certaine façon. Il y a toutes sortes de modèles qui existent sur la Terre. En France, en Espagne, on donne une portion ou un pourcentage des revenus qui proviennent des grands des Internet Service Providers. Ailleurs, on impose une taxe aux personnes lorsqu'ils achètent un téléviseur en Angleterre. En Allemagne, on prend un household fee, c'est-à-dire un frais qui est fonction ou une taxe qui est fonction de votre environnement où vous demeurez. Il y a toutes sortes de modèles de financement et c'est justement ça qu'on va essayer d'avoir comme conversation. How do we finance in a robust way, La meilleure façon de financer. Et c'est une conversation qu'il faut avoir. Deuxième question, donc, pour Hubert, Louis ou Heather.
Ça vient de Brian Hill. En ligne, comment Radio-Canada va-t-il demeurer un diffuseur impartial? Plus il va y avoir, à fur et à mesure qu'il y aura plus de publicité payante. Vas-y, Heather. Ben, en fait, la publicité, ça n'influence pas le contenu éditorial. Il y a les gens qui veulent participer, nos commanditaires qui veulent participer à la création de certaines choses, du contenu, des programmes, etc. On le voit avec beaucoup d'athlètes amateurs qui ont besoin de soutien. Je sais que pour nos athlètes parapan, il y a beaucoup de commanditaires qui veulent vraiment appuyer ces athlètes et ils veulent participer à la création du contenu, en partie en tout cas. Mais c'est très clair, on trace une ligne très claire entre le contenu éditorial et le contenu et l'autre contenu, et où se trouve la ligne, en fait, pour les gens qui commanditent les événements, soit sportifs, soit les programmes. C'est plutôt évident, hein? S'il y a trop de commanditaires, c'est de la mauvaise télévision. Si votre programme de télé est absolument fantastique et puis il n'y a pas de commanditaires, ben c'est la même chose. Je crois aussi que nous avons une distinction très claire à faire entre le mandat que nous avons comme radiodiffuseur public et l'importance de garder cette distance entre nous et les intérêts corporatifs ou commerciaux. Et il y a le conseil de direction et il y a toutes sortes de choses pour assurer notre indépendance. Heather, le micro. Après, ou Heather plutôt. Comment vous déchargez-vous de votre mandat concernant le programme autochtone, programmation autochtone? Ben, je crois que John Bertrand peut aussi en parler parce que pour ce qui est de la radio et de nos opérations numériques, nous avons, en fait, ils sont ici pour les services numériques. Pour le site autochtone, qui est en fait le site web le plus actif au pays pour ce qui est des Premières Nations. Et nous sommes impliqués dans toutes sortes de programmations radio. Ceux d'entre vous qui avaient écouté New Fire avec Lisa Charlie Boy cet été à Radio 1 ou Radio 1, on a un autre programme qui s'appelle On Reserved, qui est un programme non seulement d'été, mais à l'année longue, qui a été développé ici à Winnipeg. Pour ce qui est de la télévision, j'ai rencontré Jean Larose une couple de fois à APTN et nous allons coproduire une série documentaire avec APTN à propos des femmes disparues et assassinées. Ça va commencer cet automne, on va mettre ça cet automne. On est très engagés. Une partie de notre mandat ici, c'est de connecter avec les peuples autochtones à travers le pays et toute la dynamique, tout le changement qui se produit partout au pays. Et je crois qu'on commence à raconter plus d'histoires, des histoires plus profondes, plus importantes, qui résonnent vraiment pour la communauté, qui sortent des histoires qui ne sont pas nées à cause d'un conflit ou quelque chose du genre, et quelque chose qui va nous aider à nous débarrasser des stéréotypes qui existent encore. On n'est pas arrivé encore, mais ça s'en vient. Deux choses. Tout d'abord, il y avait la série Blackstone là, de APTN. Et on s'est dit, il n'y a pas assez de personnes qui ont vu cette série de Blackstone. Vous savez, APTN n'a pas le pouvoir qu'a CBC. On s'est dit qu'en passant ça à CBC, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vu, qui le verraient. Donc, nous l'avons fait. Et l'autre chose, notre département de nouvelles cherche toujours et identifie des porte-paroles autochtones et des experts, pas sur les questions autochtones. Écoutez, il y a des économistes autochtones, des médecins autochtones et tout ça. Et ce qu'on voit dans les médias, les gens se tournent vers les porte-paroles autochtones seulement pour les questions qui concernent les Autochtones. Donc, ça isole cette communauté et, en fait, n'intègre pas la communauté. Alors, clic de courriel, mais on a aussi des gens dans la salle. We also have people here that want to ask questions, so we're going to go with you. Masnick, and I have a question. Oui, j'ai une question pour M. Hubert Lacroix.
question qui est très importante. Mais enfin, notre demande est très importante. Alors, on va directement en haut de la pyramide. Les check-ups dans tout le pays ont été très importants dans toute ma vie, mais ça a aussi été important en tant que Canadien. Ça nous a réunis en tant que Canadiens. Et je pense que je suis content que ça continue, même si le présentateur s'en va. Parce que ce que ça fait, c'est que ça s'assure que les problèmes importants ne soient pas passés sous silence. Ici, dans ce pays, beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent voir une société égalitaire et juste sont très déçus que certains débats soient annulés. Mais on a l'opportunité, on a un forum dans tout le pays, une possibilité de réunir des voix dans tout le pays pour s'assurer que ces questions de reconnaissance des femmes sont importantes et qu'on s'en occupe correctement. Il faut s'assurer qu'on a un check-up dans tout le pays et une émission pour ça, qui se concentre sur les questions qui concernent les femmes avant qu'on aille aux urnes. D'accord, je prends note. Merci. Il y a d'autres personnes aussi dans la salle qui vous écoutent. Une question ou pas une question, mais essayez de poser une seule question. Donc on va encore essayer de prendre une question dans la pièce. Si vous voulez aller au micro, dites-nous, posez-nous votre question. On est à l'Université de Winnipeg, on s'avance vers le micro. Mon nom est Odette, je suis mémé de 2 petits-enfants, je suis maman de 3 filles, je suis directrice générale de Pluriel et je suis trésorière de la FCFA du Canada, alors je suis une francophone engagée. Vous savez très bien que la loi sur les radiodiffusions confère à Radio-Canada de refléter la globalité canadienne et de rendre des comptes sur la diversité régionale du pays, tant au niveau provincial que national. Alors, je suis d'accord qu'il y a des changements, je suis d'accord qu'on veut réviser les choses, mais en tant que mémé, maman, francophone, j'aimerais savoir, et le 1 sur 2 que vous avez dit Radio-Canada, moi j'écoute la télé, j'écoute la radio, j'écoute le 6 à 9, j'écoutais Vincent Duro avec ses entrevues, je suis une mordue de Radio-Canada, mes amis d'ici le savent. Réinventer Radio-Canada, est-ce que ça veut dire de ne pas encore parler des 2,6 millions? On a eu la preuve lors des débats des chefs, il n'y avait aucune question sur les francophones à Québec. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que direction générale de Pluriel, Radio-Canada m'aidait à promouvoir mon organisme, m'aidait à influencer ma communauté, m'aidait aussi dans le domaine en travail social de vraiment faire des changements sociaux dans nos communautés francophones? Ça veut dire quoi? Alors, je demande à Radio-Canada de vraiment revisiter vos choses. Je suis une francophone, je paye mes taxes et je demande à Radio-Canada de me représenter et de m'aider à faire mon travail de promotion et de service auprès de la communauté. J'ai entendu vos commentaires, madame. Est-ce que je peux adresser, parce qu'il n'y avait pas de question dans votre intervention qui est fort bien bâtie. Ma question est comment allez-vous faire pour continuer à m'aider et changer vos choses pour vraiment nous représenter? Alors, je vais parler du débat, puis Louis parlera ensuite de l'importance que nous attachons à notre présence dans les régions, parce qu'on a toujours dit, moi je l'ai répété, je pense que c'est ma phrase, on ne peut pas être un radiodiffuseur public sans être complètement enraciné dans les régions. Donc, ça a été depuis 2008. La thèse qui soutenait notre plan vers 2011 et encore une fois vers 2015 est celui qui soutient vers 2020. Je vais parler du débat parce que c'est quelque chose qui a été longuement discuté. Le débat s'est fait sous 5 grands thèmes. Ces 5 grands thèmes-là avaient comme objectif, dans un débat français de 2 heures, d'être le plus inclusif possible, de parler de sujets qui intéressaient tout le monde, tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, et ne représentait pas les intérêts d'un groupe en particulier. On a fait ces questions-là dans cet objectif-là, un objectif d'inclusion. Il faut se rappeler aussi que notre objectif de couverture d'une campagne qui dure depuis 90 jours, et je pense que ça, on l'a très bien fait, c'est de faire en sorte que partout à travers le Canada, par nos reportages, que les enjeux qui sont régionaux, en fait locaux, municipaux, régionaux, provinciaux, soient soulevés par la qualité et par l'intervention de tous nos journalistes sur le terrain. Donc, oui, pendant ces 2 heures-là, on s'est adressé au Canada tout entier qui parlait français et aux gens qui ont voulu s'intéresser à nous. Louis, je voudrais que tu parles un petit peu, s'il te plaît, de l'importance qu'on attache et des changements qu'on a faits pour refléter les régions et le feedback, les rétroactions qu'on a. Bien, premièrement, je vous dirais qu'à travers tout ce que vous
vous avez entendu de négatif sur Radio-Canada, la présence régionale francophone est plus importante. Je défends toujours Radio-Canada. Je sais très bien. Je ne parle pas en mal de Radio-Canada. Je sais très bien. Non, mais ce que j'ai dit, en mal, les coupures, les effets néfastes, etc., je veux juste vous dire qu'à travers tous ces défis-là, qui sont des défis constants auxquels on a dû faire face, la présence francophone de Radio-Canada est plus importante maintenant qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Présence physique, présence sur différentes plateformes, présence à la radio, à la télé, mais aussi dans les médias sociaux. Et je sais que vous êtes une très, très bonne utilisatrice des médias sociaux, mais je vais vous rappeler qu'il y a 5 ans, j'avais des conversations, ici même à Winnipeg, dans des rencontres que je faisais avec des gens de la communauté, et on demandait à ce moment-là, quand est-ce que Radio-Canada va se préoccuper en français d'avoir une offre sur les médias sociaux et sur le numérique. Et c'était tout un défi à l'époque. Et aujourd'hui, depuis une semaine, on a vraiment, comme vous pouvez le constater, une couverture active sur les plateformes numériques pendant 18 heures par jour, et on est présent à la télé et à la radio avec des bulletins de nouvelles 7 jours par semaine, ce qui n'était pas le cas avant. Alors là-dessus, je pense qu'avec tous les efforts qu'on a faits, notre présence s'est améliorée. Puis, si peut-être, Pierre, tu veux ajouter quelque chose spécifiquement sur vos enjeux de couverture? Je pense pas. À moins qu'il y ait quelque chose de plus précis par rapport à ce qui se passe ici chez nous. Regardons l'émission de Vincent Dureau qui interviewait les gens qui passaient à Radio-Canada dans l'après-midi. Ouais. J'aimais ça parce que ça me permettait de comprendre les histoires de succès de nos communautés, des gens dynamiques. Mona, je vais peut-être juste expliquer pour les gens qui sont sur le web, parce que c'est localement, c'est ici, c'est au Manitoba. On a parlé d'inclusion. Donc, juste peut-être pour que les gens ailleurs au pays comprennent, c'est qu'ici au Manitoba, il y a 1 heure de radio qu'on avait la saison dernière. La grille a été transformée et cette heure-là n'est plus là, si je comprends bien. Je ne voulais pas dire qu'elle a disparu, mais elle a été transformée. Elle a été mise ailleurs. La grille a été transformée pour être harmonisée avec ce qui se passe au reste du pays, d'une part. L'émission que Vincent animait, qu'on adorait et dont je parlais au conseil d'administration ce matin même, c'est une émission qui est importante pour nous et on peut retrouver maintenant ces entrevues-là sur notre site web plutôt qu'à la radio. Voilà. Mais on peut bien voir que c'est donc l'engagement des communautés. Je pense que tout le monde a bien entendu, n'est-ce pas? Nous allons poursuivre avec une autre question en français qui nous vient par courriel et c'est une question pour Hubert Lacroix. Quelle est la place des jeunes à Radio-Canada? Vous avez vu aujourd'hui la place des jeunes, vous avez entendu Raphaël, vous avez vu le nombre de talents qu'on essaie d'ajouter pour supporter notre plan qui est un plan numérique vers 2020. Vous voyez tous les efforts que nous faisons pour essayer de comprendre cette génération-là qui consomme nos produits d'une façon entièrement différente. Alors, une place importante, des talents desquels on a besoin pour supporter le radiodiffusion public qui est de plus en plus intéressé à être pertinent dans un environnement connecté complètement différent de celui qu'on connaissait. We'll go to a question on the floor now here in Winnipeg. Une question dans la salle ici à Winnipeg. Oui, je suis Tracy, je suis étudiante indigène. Ma question, elle est pour tout le monde. Alors, d'après ce que font nos panélistes et ce qu'ils ont dit, ils font un très bon travail pour aider nos jeunes en ville, surtout. Et sachant que Winnipeg est la ville la plus raciste du pays, mais quand est-ce que Radio-Canada va faire, non seulement maintenant, mais aussi à long terme, comment est-ce qu'il va faire participer la jeunesse davantage et comment, enfin, dans la télé, la diffusion, la radio, tout ça, pas seulement les jeunes autochtones, mais aussi toute la jeunesse ensemble pour s'assurer qu'elle ait de meilleurs lendemains. Donc avoir des efforts pour faire participer les jeunes, pour avoir un meilleur futur. Je ne sais pas par qui commencer. Une des choses, et Marcy en a parlé, elle pourra peut-être commenter là-dessus. On avait un projet qui s'appelait Future 40, qui identifiait ces gens fantastiques qui sont des acteurs du changement dans la ville. On les a tous invités, il y en a 30 qui sont venus avec d'autres personnes pour faire un forum sur le racisme. Et ils ont fermé la porte, ce n'était pas pour faire de la programmation, c'était pour avoir une conversation. Et ça a eu beaucoup d'impact. J'ai eu beaucoup de rétroactions. Mais au-delà de tout ça, c'était super que ces gens participent.
Mais aussi, je pense que les gens de Radio-Canada ont beaucoup appris parce que pour faire une très bonne programmation, il faut qu'on comprenne la communauté, il faut qu'on sache ce que disent les gens et ce qui leur importe et quelles sont leurs passions. Et donc, il faut qu'on touche de plus en plus de façons différentes. Je pense que le site autochtone a une des présences en médias sociaux les plus actives de Radio-Canada et ça parle toujours de jeunes autochtones dans tout le pays. C'est des conversations incroyables et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans cet espace. Mais encore une fois, ce n'est pas une histoire de conférence de presse ou quelque chose qui va être sur le programme immédiatement. Mais c'est vraiment avoir une conversation, prendre part à une conversation à laquelle nous ne prenons pas encore part. Bien sûr, moi je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de s'assurer que les jeunes aient de la place dans tout ce qui se fait à Radio-Canada. Donc, c'est d'offrir des possibilités aux jeunes, des jeunes auteurs, des jeunes cinéastes, des jeunes qui ont des idées, qui ont des choses qui leur tiennent à cœur, de s'assurer que ces gens-là puissent pouvoir réaliser ce qu'ils ont à faire, que Radio-Canada continue de pouvoir être un foyer de réception d'idées et de s'assurer qu'on puisse aider à les réaliser et à les diffuser. Et ça existe actuellement. Ça va continuer, puis on va tout faire pour continuer à ça, puis on a des exemples dans tous les domaines. I would just add very quickly, J'aimerais juste ajouter rapidement qu'on touche beaucoup plus de jeunes que les gens ne le croient. On a beaucoup de public chez les milléniaux, surtout pour les nouvelles de Radio-Canada. On a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Fullscreen, qui est un réseau de plusieurs chaînes qui gère 2000 stars Internet sur YouTube. Et on aide à développer des talents là-bas et ils nous aident à apprendre sur la façon dont les jeunes créent leurs propres émissions sur ces plateformes. Je voulais juste dire, parce que Joanne m'a invité à cet événement, c'était vraiment intéressant de rencontrer les milléniaux. Moi, je viens de la génération X. Donc moi, ils voulaient pas que je raconte leur histoire de façon différente, même si c'est ça que j'ai fait. Les milléniaux veulent dire leur propre histoire et ils veulent qu'on les entende. Et il faut vraiment reconnaître que cette génération sait quelque chose. Et je sais qu'à Radio-Canada Manitoba, c'était sûrement d'éteindre les caméras pour la discussion. Je pense que c'est une nouvelle époque. Toute l'industrie change. Tout le passage au numérique le reflète. Et donc je pense que plus on pourra faire ce genre d'événement, où c'est un endroit différent pour vivre, surtout pour des gens comme nous qui sommes des journalistes, c'est un endroit où on peut apprendre beaucoup de choses. Donc c'était un événement intéressant. Les milléniaux, ils sont nés avant ou après moi? Après moi, hein? Question. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence Lemaire. Je travaille ici à Winnipeg avec Janelle et Jérémy, au Hockey, en documentaire. Et donc ma question s'adresse à M. Lacroix. Considérant l'état actuel de la Société Radio-Canada, considérant qu'il y a eu des suppressions d'emplois d'est en ouest dans plusieurs stations du pays, et considérant qu'on est en période d'élection, est-ce que l'avenir de Radio-Canada doit être un enjeu électoral? Les conversations que nous entendons dans le moment viennent de certains partis qui semblent avoir pris ou fait certaines promesses ou pris certaines positions vis-à-vis de la radiodiffuseur public. Dans un environnement comme ça, notre rôle, c'est d'écouter, mais surtout, au niveau du radiodiffuseur public lui-même, s'assurer que nos journalistes continuent à couvrir les enjeux électoraux les plus importants, à ne pas donner d'opinion sur ces enjeux-là, mais à vous donner une variété d'opinions pour que vous puissiez rendre ou faire la vôtre et en arriver à une conclusion pour être mieux informé lorsque vous allez voter le 19 octobre. Dans ce contexte-là, il nous fait plaisir de prendre acte des conversations qui concernent le radiodiffuseur public. Mais il n'y a pas de questions comme telles ou de revendications aux partis politiques en ce moment de la part de Radio-Canada. Les conversations dans le moment. Le radiodiffuseur public est une société de la couronne qui n'a pas à et ne devrait pas, dans un environnement d'élection, je vais dire le mot en anglais, advocate. On ne peut pas faire ce genre de démarche-là. On s'assure cependant que nos journalistes font leur travail pour couvrir, à travers le Canada, dans tous les environnements et toutes les provinces et toutes les stations, les enjeux électoraux d'une façon à rencontrer nos procédures journalistiques, nos normes et pratiques journalistiques. Question online, thank you. Are you planning, Question en ligne, merci. C'est pour Hubert aussi. Est-ce que vous avez l'intention de vendre tous vos bâtiments comme les médias l'ont dit ces dernières semaines? Et si c'est le cas, pourquoi? Je suis obligé de sourire pour ça.
C'est une question importante. Depuis 2011, dans le contexte de la direction stratégique qu'on a prise, et encore en 2015, tout ça, c'est histoire d'être plus efficace, de regarder les superficies, s'assurer qu'on utilise toutes les ressources qu'on a dans les murs et les espaces qu'on n'utilise pas et le réinvestir dans le contenu. On est en train de se réinventer, là, par exemple, à Halifax. À Halifax, on était dans 2 bâtiments différents, à peu près 700-800 mètres l'un de l'autre, sur 7 étages différents. C'était vraiment très compliqué d'essayer de travailler ensemble dans ce genre d'environnement. Donc, on a déplacé tous ces gens dans un nouvel espace de 43 000 pieds carrés. Il y avait 3 000 personnes qui étaient alignées à la porte et qui ont visité notre nouvelle base il y a un mois. Et on a fait la même chose à Moncton, on va à Rimouski, à Saskatoon. Et quand on fait ça, c'est dans le cadre d'un plan, c'est réfléchi et il y a un but à tout ça. C'est pas une histoire, c'est pas les soldes ici. Il y a pas vraiment de stratégie. On a une stratégie sur l'immobilier, elle est très ouverte depuis 2011. On va poursuivre ici dans la salle. Carmel Smith, longtime CBC reporter. Bonjour, je suis reporter. Merci d'être venu parler de Radio-Canada et de son futur. Pendant votre mandat, vous avez mis en place, vous avez géré des coupures incroyables. Il y a eu des licenciements qui ont empêché Radio-Canada de faire des documentaires et de faire des programmes de qualité et de couvrir les informations en français et en anglais dans les 8 langues autochtones. Est-ce que vous allez admettre que vous êtes trompé? Est-ce que vous avez une question? Oui, j'y arrive. Pour la première fois, vous êtes très clair que Radio-Canada est en crise. Merci de l'avoir dit. J'ai 2 questions. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et quel est votre plan pour vous en occuper? Comment vous allez trouver un meilleur financement pour Radio-Canada? Et encore une dernière chose, pendant cette dernière campagne électorale, on a vu de plus en plus de soutien pour Radio-Canada, notamment de la part de 3 partis politiques qui disent qu'ils vont donner plus de financement. Mais est-ce que ce sera aussi clair que la façon dont les Canadiens votent va affecter le futur de Radio-Canada? Alors Carmel, comme tu sais, on en a déjà parlé souvent. Carmel, c'est la patronne du CMG, donc c'est la moitié de notre personnel. Donc c'est pas la première fois qu'on interagit à ce sujet. Et elle va recevoir les mêmes réponses qu'elle a déjà eues autant de fois. Donc c'est pas surprenant ici de dire que c'est la première fois qu'on est clair sur le fait, enfin sur notre modèle plutôt de diffusion publique, d'avoir des choses publiques. Pour le premier discours que j'ai fait en 2008, on s'est toujours battu pour avoir un environnement. Les commentaires à Monique concernaient tous les diffuseurs publics du monde parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Je peux, et je l'ai fait, je peux commencer à vous lire ce qu'a dit Mark Stout, qui a mon travail en Australie. Je peux vous lire son discours et vous verrez qu'il dit exactement la même chose, que ces mots s'appliquent à nous. Vous pouvez regarder le directeur général de la BBC, son dernier discours sur les régions. Il s'inspire de nos expériences. C'est qu'on a dit à Munich et ce que j'ai répété la semaine dernière à Ottawa devant les ministres adjoints, c'est qu'on a beaucoup travaillé pour gérer un environnement très difficile, avec les défis qui ont changé, le public change, vous changez la façon dont les consommateurs consomment les produits et on a de moins en moins de ressources en même temps. Donc dans cet environnement, CBC Radio-Canada a pris des décisions très intelligentes. Je vois qu'elles prennent forme. Je vois qu'on fait de plus en plus dans cette relation. Et je pense que les choses vont s'accélérer. Parce que si on nous donnait de l'argent, on ne retournerait pas au Radio-Canada des années passées. On accélérerait les changements. On accélérerait le virage technologique et le passage au numérique. On accélérerait
en essayant de donner à Louis et à Heather plus d'argent pour leur contenu, que ce soit à la radio, à la télé ou sur Internet. On va accélérer tout ça et on ne va pas retourner à ce qu'on était avant. On ne peut pas se permettre de le faire et on ne le fera pas. On va prendre notre prochaine question dans la salle. Merci. De Saint-Boniface. Je voudrais revenir sur la question, l'avant-dernière question au sujet de la rationalisation, disons, des biens de Radio-Canada et demander à M. Lacroix qu'il amène au conseil d'administration de sa prochaine réunion une motion qui promettrait que les biens publics, les archives, les entrevues, les micro-sillons, tout ce qui a été collecté, qui fait partie de l'héritage de la culture de l'histoire du Canada, ne soit pas éparpillé et on ne s'en débarrasse pas, tel que d'autres bibliothèques ont fait et tel que CKSB a fait il y a quelques mois, quand ils ont pris tous leurs micro-sillons, les ont mis dans une chambre arrière d'un magasin pour être vendus à 25 sous. On a perdu tout l'héritage de l'évolution de la musique francophone Manitoba, tous les disques qui avaient été achetés, qui avaient des commentaires. C'était une histoire incroyable qui a disparu sans qu'on sache. Monsieur Klein-Schmidt, est-ce que vous avez une question? Oui, je voudrais une promesse du conseil d'administration que quand on vend des immeubles, quand on déménage, on ne met pas dans la poubelle toutes les archives de l'histoire du Canada qu'on a eu la chance, qu'on a payé pour, qu'on a développé et que le Radio-Canada a mis ensemble. Donc, c'est une demande. J'espère que vous l'avez entendu. Oui, mais je peux répondre, vous donner quand même un peu de contexte. Radio-Canada ne jette pas le patrimoine, il le conserve. Non. Tous les disques de CKSB ont été vendus. Je dois vous corriger. Tous les disques d'importance dans l'histoire de la musique francophone ont été conservés. Ce qui a été vendu ou laissé à la communauté, ce sont des doubles et des triples et c'était pas des items qui faisaient partie de l'histoire de la musique. C'est le même processus qu'on fait partout. Et je dois vous annoncer qu'on est sur le point d'annoncer la création d'un comité du patrimoine pour rassurer la population canadienne sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un élément qui ressort dans un contexte comme ça, rassurer que les plus grands spécialistes de la conservation vont venir conseiller Radio-Canada et CBC pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dilapidation. Mais je peux vous rassurer, et Pierre peut certainement confirmer, le patrimoine musical manitobain n'a pas été dilapidé. Je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai vu les disques, je les ai ouverts avec des notes de couture et d'autres qui disaient « écoutez ça, pas écoutez ça ». C'était une histoire, l'évolution de ce qu'on entendait. Et ça aurait été des archives incroyables. Merci beaucoup. Oui, mais c'est pas correct. Et puis, Monsieur Lacroix, s'il vous plaît. Je peux vous demander, Patrick est là. On ne consomme plus. Vous pouvez continuer à parler avec Patrick. Patrick va prendre tout ça en note. Il faut aussi comprendre que c'est peut-être quelque chose de particulier au Manitoba. Il faudrait voir si ça s'est aussi passé ailleurs. Mais j'imagine que c'est important. On parlait de plusieurs types d'archives. On parlait d'entrevues, on parlait de documents écrits. On a des ententes avec le Centre du patrimoine. Il y a des choses qui sont léguées. Il y a un effort sans précédent qui se fait pour la préservation d'archives audio et vidéo depuis des années. Ce patrimoine-là, on est conscient de la responsabilité qui nous revient quand ça vient de protéger. Comme Louis l'a dit, les disques qu'on a laissés aller, pour la majeure partie, moi d'après, puis je me souviens, j'étais là, c'était des doublons, c'était des trips, c'était des choses qui avaient été soit préservées ailleurs ou qui avaient été préservées sous un autre format, en format numérique. Alors, voilà. Thank you, merci. I think we'll move to other questions. We may get back. Merci, on va passer aux questions. On reviendra dans la pièce, mais je veux prendre des questions de tout le pays en ligne aussi. Alors, c'était un courriel pour Heather. Il dit, est-ce que Radio-Canada va investir dans les plateformes en ligne comme Netflix? Comme un joueur en ligne? Il y a quelque chose sur Radio-Canada. Vous pouvez trouver les programmes de Radio-Canada sur le CBC Player. Je sais qu'on veut le mettre à jour. Il y a eu quelques problèmes ces 6 derniers mois à peu près. Et on a choisi un vendeur et on va mettre ça en place sous peu. Donc on a un système de vidéos sur demande d'émissions canadiennes, c'est gratuit et nos émissions sont aussi disponibles sur les services sur demande des distributeurs du pays. J'ai une question.
Est-ce que c'est tout.tv? C'est un modèle différent. C'est juste du contenu de Radio-Canada. Tout.tv a du contenu d'autres niveaux aussi. Merci beaucoup. Donc on est allé sur le web, on revient dans la salle. Bon après-midi. Je m'appelle Khaled Mahmoud. Je suis membre de l'association musulmane locale. Il y a eu un débat récemment sur la question des femmes et qui n'a pas été résolue à l'époque. Les femmes autochtones disparues et assassinées, le trafic des femmes et la pauvreté et la violence envers les femmes. Mais une question a été soulevée et concernait le niqab. Et il y en a qui disent que ce n'est pas un problème, mais je pense que c'est important. Je voudrais vous remercier de donner l'opportunité d'en parler. Et Radio-Canada fait la meilleure couverture là-dessus. Pour moi, c'est pas vraiment... On apprécie vos commentaires, mais est-ce que vous avez une question? Alors la question, c'est que j'espère que Radio-Canada donnera plus d'équilibre, une couverture plus équilibrée de cette question pour que les Canadiens comprennent cette question. Et je pense que comme Radio-Canada a une seule avenue, vous avez la responsabilité de donner une couverture impartiale et équilibrée. Et je vous remercie de ce que j'entends aux journaux. Et j'espère que vous continuerez à faire ça. Donc, si vous avez des commentaires pour ça, merci, on a entendu votre commentaire. OK, merci pour vos commentaires, monsieur. Une dernière question dans la salle. Je vais poser ma question en français et en anglais. Français et en anglais. Je m'appelle Gabriel Gosselin, je suis chargé des communications et de l'information pour la division scolaire franco-manitobaine. I'm a communications agent for the Franco-Manitoban School Division, but also... Je suis chargé de la DSFM. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'il est très important que Radio-Canada soit disponible sur toutes les plateformes. Le service ou l'offre de Radio-Canada est mieux servi sur toutes les plateformes. Ce qui est plus nébuleux, what's more nebulous, however, is... Ce qui est plus nébuleux, c'est la façon dont les corporations vont interagir dans le futur. Deux corporations, si en effet c'est les mêmes. Est-ce que nous allons voir plus de symbiose ou plus de synergie dans l'offre en anglais et en français? Will we see more synergy, more... Est-ce qu'on va plus voir de synergie, de symbiose dans l'offre en français et en anglais dans le futur? Et si je peux faire un commentaire. Personne. Yeah, it's very brief. C'est très rapide. Yes, very brief. Pour une who follows both. Une personne. We like to see the French website be as fast as the English one. J'aimerais énormément voir le site web. I'd like to see both sites, the websites to be fast. Pour l'actualisation. So your clear question and who it's directed to is what? Alors votre question, c'était pour qui? Est-ce qu'on va voir qu'il y a plus de symbiose après la transformation? Be a brief answer because... je vais répondre rapidement parce que je sais qu'on n'a plus de temps. Les deux auditoires. On est très conscient également des choses qu'on est capable de faire ensemble. Ici au Manitoba, quand je regarde John et Pierre travailler ensemble sur la livraison des nouvelles, sur la façon dont on va l'accueillir, les infrastructures qui se combinent, c'est très important qu'on puisse être le plus efficient possible là-dedans. Tout dans le respect, cependant, des auditoires francophones et anglophones à travers le Canada et des auditoires locaux, régionaux, provinciaux. Donc, oui, on est très conscient de ça. Le conseil d'administration, constamment, revient à la charge avec ce point-là. L'objectif, c'est de respecter les auditoires dans le mandat que nous avons d'éclairer, d'informer et de divertir. Merci beaucoup, Hubert. Yeah, thank you very much. Malheureusement, on a du temps limité aujourd'hui, donc c'est ce qui va conclure la troisième et la dernière partie de notre assemblée publique annuelle. J'allais dire assemblée générale, c'est pas ça du tout. Une petite astuce avant de vous laisser, même pour les gens qui nous suivent sur le web, les questions qui seront le plus souvent posées seront affichées sur notre site institutionnel de CBC Radio-Canada
environ d'ici une semaine, ce qui veut dire que continuez à les poser aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les adresses, c'est pour en français, que je retrouve ma feuille ici, donc apa@radio-canada.ca. In English, continue to ask your questions, 8 p.m. En anglais, posez vos questions à apa@radio-canada.ca. Annuel, aujourd'hui à Winnipeg. Yes, thank you very much. Oui, merci beaucoup à tous nos orateurs, à nos présentateurs pour leurs questions et les réponses. C'est la bonne question qu'on a eue ici à Winnipeg, la bonne discussion qu'on a eue. Merci d'être venu ici au Convocation Hall de l'Université de Winnipeg ou en ligne. Veuillez suivre les conseils de tout le monde, continuez la conversation en ligne, envoyez-les à votre diffuseur public et les questions les plus posées auront des réponses. Il y a un match des Jets ce soir, si vous voulez y aller. On est vraiment très loin des playoffs encore, mais merci à tout le pays d'avoir participé. L'Assemblée publique annuelle de CBC Radio-Canada. Thank you. Merci.